Bon, c'est bon. Alors, bonsoir les gars, les filles. Alors, nous sommes en retard parce qu'on a eu des soucis. Mais alors, des soucis. Ça fait 1 heure qu'on appuie sur les boutons pour essayer de faire marcher cette vidéo. Alors, j'espère qu'elle marche bien. J'espère que vous nous entendez. J'espère que ce live va bien se passer d'un point de vue technique. Parce que question qualité, on aura ce qu'il faut. Alors, comme vous avez remarqué, Michel n'est pas là. Michel est resté avec son gilet jaune, marquez-moi son tabac, parce qu'on ne peut pas partager. C'est impossible, on n'a pas réussi à être en duplex depuis Rennes jusque Paris. C'était trop compliqué. Donc, on va essayer de faire au mieux avec les moyens du bord. Hein. Alors, ce soir, nous invitons une super tabacologue. Bonsoir tout le monde. C'est Catherine de Bournonville. Catherine travaille au CHU de Rennes. Et Catherine va répondre à toutes les questions que vous avez posées. Donc on va parler bien fort ce soir, de façon à faire marcher le micro. Mais Catherine n'est pas seule. Attention, attention. Je vais bouger le téléphone. Et nous avons Sylvie. Bonsoir. Sylvie qui est sur notre groupe Je ne fume plus. Nous avons aussi... Je te laisse te présenter. Sandrine Pénéguel, bonsoir tout le monde. Sandrine, Breton Moisson Tabac. Coucou les amis, Breton. On est en direct de Rennes, hein. Et nous avons Céline, notre chauffeuse de bus. Bonjour tout le monde. Voilà, qui s'appelle Chien Motard sur Je ne fume plus. Alors, on a 1 heure pour se poser plein de questions et pour interroger Catherine. On commence. Comment se passe le travail avec un tabatologue et à qui le conseillez-vous? Alors il y a beaucoup de personnes qui savent déjà parce qu'ils sont déjà venus voir un tabacologue. Ce que je peux dire, et je pense que tous mes collègues tabacologues travaillent pareil, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le tabacologue, il fait du sur-mesure. C'est-à-dire que la première chose qui se passe quand vous allez voir un tabacologue, c'est qu'il va avec vous mieux vous connaître, faire un bilan de votre histoire avec le tabac. On va essayer ensemble de voir c'est quoi votre dépendance. Votre dépendance, est-ce qu'elle est physique, elle est dépendante à la nicotine, est-ce que c'est d'autres aspects de la dépendance? Et puis c'est quoi votre motivation? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui dans le bureau du tabacologue? Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant que vous venez le voir? Et surtout, le tabacologue, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour vous. Il y a des gens qui ont besoin qu'on les aide de A à Z, c'est-à-dire se préparer à arrêter de fumer, gérer les premiers temps du sevrage, maintenir l'arrêt du tabac. Et puis il y a d'autres personnes qui ont juste besoin de pouvoir venir de temps en temps rendre des comptes à quelqu'un. Mais le tabacologue, il a besoin de savoir ce qu'il peut faire pour vous. Et puis ensuite, le tabacologue, il va résumer avec vous la situation et on va ensemble faire en sorte d'être bien d'accord sur l'analyse, que tout le monde soit d'accord. Et ensuite, on va se fixer des objectifs qui peuvent être très variés suivant les personnes. Et surtout, le tabacologue propose un suivi, c'est-à-dire, en principe, on ne voit pas une seule fois un tabacologue, on va le revoir, et à un rythme qui est à la carte, en fonction des besoins. Ça va? Bah oui, c'est bien. Alors, lorsque nous arrêtons de fumer, lorsque nous arrêtons de fumer, est-ce que nos poumons se nettoient? Et si oui, au bout de combien de temps peut-on espérer retrouver des poumons de non-fumeurs? Même question pour les bronches. Alors ça, c'est une question qu'on a tout le temps sur le groupe, Catherine. J'arrête de fumer, je tousse ou je ne tousse pas, parce que tout le monde ne tousse pas en arrêtant de fumer. Quand est-ce que mes poumons se nettoient en vrai? Qu'est-ce qui se passe? Et est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'à un moment ou un autre, mes poumons vont se sentir mieux de ce nettoyage, entre guillemets? Alors, d'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'en vrai, nos poumons, ils se nettoient en permanence. Et heureusement, parce que si on vivait avec toutes les cochonneries qu'on a accumulées depuis qu'on est petit, et je ne parle pas que de la fumée de tabac, je parle de la pollution, je parle des microbes, etc. Donc, notre poumon, c'est une super machine à faire le ménage en permanence. Voilà. Chez les fumeurs, le ménage, il est plus compliqué,
parce que la fumée de tabac, ça entraîne une paralysie de la femme de ménage qu'on a à l'intérieur, voilà. Ou de l'homme de ménage, hein, on va pas faire de distinction. Et au moment où on va arrêter de fumer, tout ce système de ménage qui était un peu plombé, il va se réveiller. Donc toute personne, quand elle arrête de fumer, elle va faire le ménage. Chez certaines personnes, c'est spectaculaire. C'est-à-dire des gens, quand ils arrêtent de fumer, ils vont dire je tousse plus qu'avant et je crache. Mais ça, c'est normal, surtout dans les premières semaines, hein. Voilà, certaines personnes, elles ont besoin d'éliminer un certain nombre de polluants qui ont été inhalés. Et ça se réveille et on tousse et on crache et au bout d'un moment, ça s'estompe. Quant à savoir si on retrouve des poumons de non-fumeurs, ça dépend d'où on part. Il y a un certain nombre de dégâts qui sont parfaitement réversibles. Beaucoup de personnes, par exemple, disent j'ai arrêté de fumer et même si j'ai un peu plus toussé au début, maintenant je ne fume plus. Je ne tousse plus non plus. Donc voilà, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui s'est réparé, quelque chose qui s'est guéri, qui s'est restauré grâce à notre machine à éliminer en permanence. Et puis, il arrive quelquefois où les dégâts sont trop avancés. Il y a toujours une part de restauration, mais ça va peut-être pas se réparer complètement. Donc certaines personnes vont vraiment revenir à une situation comme un non-fumeur, et puis il y a d'autres personnes pour qui il va y avoir une amélioration, mais elle va être partielle. D'accord. Question suivante. Bonjour, après 16 ans sans tabac, je vape. Pourtant, une chose m'intrigue. J'avais une petite toux de fumeur, pas grand-chose, mais qui a disparu au bout de 3-4 jours sans cigarette. Mais depuis quelques jours, ma respiration siffle un peu et je recommence à tousser. J'essaie pourtant de boire plus d'eau. J'ajoute que c'est un syndrome de Marfan avec prolapsus de la valve mitrale. Traité. Merci. Alors, c'est quoi un syndrome de Marfan? Alors, un syndrome de Marfan, c'est une maladie génétique qui fait qu'on a l'élasticité des tissus qui est perturbée. Et donc ça peut entraîner effectivement l'élasticité des tissus, ça va être aussi celle des artères, celle du cœur, etc. Des tissus qui sont un peu trop lâches. Et ça peut se traduire aussi par des problèmes au niveau des artères, au niveau des poumons, etc. Je ne vois pas forcément bien le lien entre le syndrome de Marfan et la toux. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a eu plusieurs phases dans cet arrêt du tabac, de la personne qui pose la question. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a eu un petit peu de toux. Après, ça s'est amélioré. Donc la petite toux du départ, c'est la toux du ménage. Après, ça s'est amélioré. Puis là, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui recommence et puis que ça siffle un peu. Alors, il y a peut-être, pour moi, il y a deux solutions. Soit c'est un effet vape, parce que peut-être que c'est un peu irritant, mais je vois qu'il y a déjà eu un essai en s'hydratant plus, etc., pour calmer le jeu et ça ne marche pas. Soit, il vaut mieux aller voir un docteur et puis voir un petit peu ce qui se passe. Ça arrive quelquefois que certaines personnes puissent avoir à l'arrêt du tabac une respiration, une toux un petit peu sifflante. C'est un petit signe d'alarme que notre organisme nous envoie. Donc, c'est mieux de consulter d'abord son médecin traitant et éventuellement un pneumologue si ça ne s'arrange pas. Alors, Michel nous dit, coucou Michel, Michel nous dit pendant le live, là, oui, mais moi, j'ai pas toussé. Bon, ça m'inquiète pas plus que ça, mais par contre, moi, je peux te dire, Catherine, qu'on a plein de gens qui nous écrivent sur le groupe et qui disent, les copains et les copines y toussent, moi, je tousse pas. Est-ce que ça veut dire que mes poumons, ils sont vraiment trop englués pour qu'ils fassent même plus le ménage? Non. On n'est pas tous égaux sur la manière dont on réagit en fumant et on n'est pas tous égaux non plus sur la manière dont on réagit en arrêtant de fumer. Alors, Sandrine. Donc, plusieurs questions. Que proposer à une personne littéralement gavée de nicotine, suivie psychologiquement, et qui continue à lutter après plus d'1 an d'arrêt contre la clope? À quand, en fait, une reconnaissance par les tabacologues que si la nicotine fait beaucoup, elle ne fait pas tout, et que même la vape ne satisfait pas des millions de fumeurs, promis pour beaucoup à une mort prématurée, en particulier chez les malades psychiques? Alors, bien sûr que la nicotine ne fait pas tout. Une dépendance est toujours beaucoup plus complexe que juste s'injecter ou s'inhaler du produit. Il y a toujours une relation très singulière entre une personne et puis le produit qu'elle consomme. Là, en l'occurrence, on va parler surtout de la cigarette. Donc, il y a
tout le monde parle du geste, par exemple, mais aussi, allez, je vais l'exprimer autrement, je vais l'exprimer par les noms que les gens donnent à leurs cigarettes quand ils viennent nous voir en consultation. Certaines personnes disent la cigarette c'est mon doudou, certaines personnes disent la cigarette c'est ma copine, certaines personnes disent la cigarette c'est mon petit médicament anti-stress. Une personne m'a dit quelque chose de très joli, c'est mon petit chez moi que je peux emporter partout. Et on voit bien que ça va au-delà de c'est ma dose de nicotine, hein. C'est aussi parce que depuis le temps que je la fréquente, la clope, eh bien, j'ai une relation personnelle, affective avec elle. Et ça, c'est pas un médicament, et c'est même pas une vapoteuse, et c'est même pas un traitement de substitution qui va faire que ça va changer. C'est le jour où je décide que voilà, pour l'instant, je ne sais pas faire autrement qu'avec une cigarette. Je décide d'apprendre à faire autrement que la cigarette. Apprendre à faire autrement que la cigarette, ça veut dire qu'il va falloir que j'ouvre un petit peu mon champ de vision et que j'explore d'autres solutions pour gérer mes émotions, pour gérer ma difficulté à être seule, et puis d'autres solutions aussi pour gérer un peu les variations qu'ils peuvent avoir dans ma maladie psychique. Ok, c'est clair. Merci. Alors, on poursuit. Alors, en tant que tabacologue, aidant et soignant tous les jours des personnes en grande détresse parce que malades ou craignant de l'être bientôt, que conseilleriez-vous à un patient ayant tout essayé, patch, gomme, vape, hypnose, TCC, en vain pour cesser de fumer et qui songe à essayer le tabac chauffé promu par les industriels criminels PMI? Ces industriels même, avec des millions de morts sur la conscience, encore faudrait-il qu'il y en ait une de conscience, peuvent-ils aider, en l'occurrence poussés par le marché de la vape et les activistes de la réduction des risques, à sauver des vies? Alors Catherine, en clair, voilà quelqu'un qui a tout essayé, les choses après les autres. Alors, on ne sait pas si elle a mixé des méthodes, hein, c'est peut-être la question à poser, parce que quelquefois il faut faire ceinture, bretelle et parapluie, et capuche, donc 4 trucs en même temps. Mais pour autant, que penser du tabac chauffé? Il est vendu, entre guillemets, avec des messages de réduction des risques qu'on voit en ce moment, parce que c'est moi sans tabac, chez les buralistes, hein, de façon très claire. Ton avis de tabacologue là-dessus, c'est quoi? Alors, je peux répondre en deux Bien sûr, trucs. même en 3 si tu veux, tabac. Oui. Si cette personne a tout essayé, c'est ce que je te dis. C'est exactement, je dirais la même chose que toi, c'est il faut les différentes choses qu'elle a essayées, il faut essayer de les combiner. Et surtout, la meilleure manière de parvenir un jour à arrêter de fumer, c'est de réessayer et de réessayer. La pire manière, c'est d'attendre que ça tombe du ciel ou d'attendre la méthode miracle. Mais réessayer. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui s'y reprennent à plusieurs fois. Moi, mon avis de tabacologue, c'est qu'il vaut mieux éviter le tabac chauffé parce que au jour où on parle aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Contrairement à la vapoteuse où on est un petit peu plus rassurant, on n'a aucune certitude que le tabac chauffé, ça réduit les risques. Par exemple, ceux qui font la promotion du tabac chauffé, la première chose qu'ils disent, c'est qu'il n'y a pas de combustion. On sait tous que la combustion, c'est ça qui est dangereux dans le tabac. Or, en fait, on n'est pas du tout sûr qu'il n'y a pas de combustion, puisqu'il y a des scientifiques indépendants qui ont montré qu'il y avait des substances qui correspondaient à des produits de combustion qu'on trouve dans le produit qui est dégagé, et c'est même pas de la vapeur, par le tabac chauffé. Ok. Merci pour la réponse. Ça va ou pas? Oui, ça mérite d'être très clair. Voilà. Donc, tout essayer, oui. Tabac chauffé, non. Ok. Comment agissent les patchs? Alors, les patchs, c'est de la nicotine. C'est la même nicotine que dans le tabac. C'est de la nicotine qui a été extraite du plant de tabac. C'est de la nicotine qui va passer par la peau. La manière dont cette nicotine agit, du coup, elle est un peu différente de ce qu'on peut trouver dans les cigarettes. D'une part, elle va arriver très lentement dans notre organisme. Et ça fait que notre cerveau ne fait pas le lien entre le truc qu'on va se coller le matin et la nicotine qui va arriver, dans le meilleur des cas, dans les 20-30 minutes après, mais d'habitude plutôt 1 heure, 1 heure et demie. Et ça fait aussi que
finalement, il n'y a pas d'addiction au patch. Ça n'existe pas, la dépendance au patch. Donc la nicotine arrive lentement, elle n'arrive pas en dents de scie comme avec les cigarettes. C'est une manière beaucoup plus stable d'arriver. Finalement, ça vous apporte de la nicotine, une certaine quantité de nicotine de base, en supprimant les à-coups, c'est-à-dire des choses qui nous font osciller entre c'est bon, j'ai ma dose, ah, je suis en manque, c'est bon, j'ai ma dose, ah, je suis en manque. Avec les patchs, on ne peut pas avoir ça. L'inconvénient, c'est que du coup, le patch ne va pas soulager rapidement un manque de nicotine. Si tout d'un coup, on ressent, malgré le patch, un manque de nicotine, eh bien, c'est pas en rajoutant un deuxième patch qu'on va tout de suite, immédiatement être soulagé. On va essayer d'utiliser la nicotine qui arrive un petit peu plus rapidement, comme des pastilles, comme des chewing-gums. Et c'est pour ça que ce qui est le plus efficace, c'est de combiner les deux. D'accord. Okay. Donc, le patch, pas de dépendance. Ouais. Une arrivée constante et plus efficace avec un substitut oral. D'accord. C'est vrai qu'on peut devenir dépendant aux pastilles? Alors ça, c'est une question qu'on nous a posée au dernier live, qu'on nous pose à tous les lives. Un substitut oral, les Nicopas ou autres, les substituts oraux, est-ce qu'on peut devenir dépendant? Eh bien, c'est possible. Ça s'appelle une dépendance moins nocive, hein, puisque aujourd'hui, on ne sait même pas si la nicotine toute seule, en pastille, sur le long terme, ça a vraiment un effet sur la santé. Il faut savoir quand même que ce risque-là, il est marginal, hein, c'est quand même extrêmement rare. C'est souvent quelque chose qui se produit quand on n'a pas complètement tout réglé les autres aspects de la dépendance au tabac. Et je disais tout à l'heure, il y a la nicotine, mais il y a aussi la manière dont je gère ma vie, dont je structure ma vie. Et quelquefois, quand on n'a pas encore appris à structurer sa vie autrement qu'avec la cigarette, on va avoir tendance à la structurer avec un autre produit. C'est ça qui va, par exemple, rythmer notre journée. Et puis ça arrive aussi quelquefois chez des personnes qui sont un peu plus vulnérables, qui ont tendance à avoir besoin de se mettre quelque chose dans la bouche. Donc c'est rare, ça peut se produire. Encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter. Si on est gêné parce qu'on se dit ça y est, je suis passé d'une dépendance dans un autre, il ne faut pas hésiter à consulter un tabacologue ou un addictologue, parce qu'on commence à recevoir aussi des personnes qui souhaitent, après avoir vraiment fait du large avec leur cigarette, eh bien aussi faire du large avec la substitution. Alors, moi j'ai deux questions. Est-ce que ça pose un vrai souci de continuer à long terme à prendre des substituts oraux? Si oui, lesquels? Et ensuite, comment vous faites pour quand quelqu'un est accro et qui vient vous voir Alors, est-ce que ça pose un souci à long terme? Je vais répondre comme n'importe quel professionnel de santé qui se respecte. La nicotine, c'est pas rien. C'est pas comme si on avalait de l'eau ou du vent. Et donc, des effets à très très long terme, on peut jamais dire jamais. Encore une fois, je dis pas ça pour encourager les gens à se préparer, à se précipiter à arrêter la nicotine. Il faut pas se tromper de bataille. L'ennemi, c'est la fumée de cigarette. On n'arrête pas la nicotine si le prix à payer, c'est de recommencer à fumer. C'est sûr, hein. Dans ces cas-là, il faut rester, tant pis si on a ces 30 Nicopas par jour, mais ça, si ça nous met en sécurité, c'est bien. Comment on fait pour faire le sevrage? Un peu comme arrêter de fumer, finalement. C'est-à-dire que on va reprendre un petit peu les choses sur d'abord de combien de nicotine j'ai besoin. Et puis, pour certaines personnes, on va arrêter les pastilles avec des patchs. Parce que là, il n'y a pas de dépendance aux patchs. Et donc, la personne va commencer par mettre un patch pour réduire sa consommation de pastilles. Et puis ensuite, on va commencer à éloigner un peu les pastilles de sa vie. Par exemple, en se disant, tiens... il y a plein de petites astuces pour réduire ça. Par exemple, partir le matin avec moins de pastilles que d'habitude. Toutes les astuces qui marchent avec les cigarettes, on va pouvoir les réutiliser avec les pastilles. D'accord. Ok. Et la vapoteuse, même chose. Oh, Dieu. Alors, Sandrine qui va parler très fort. Alors, j'ai 2 patchs, un de 21 mg et un de 25, mais j'ai quand même des envies de fumer. Je ne vais quand même pas en mettre davantage. Alors, est-ce que j'avais autant de nicotine en fumant? D'une part, donc la personne précise qu'elle fumait des cigarettes normales, environ 20-25 par jour, la première au réveil avec le café,
et elle fumait les cigarettes successivement, voilà, assez vite. Donc, on me disait déjà, tu as fini. Donc, quelqu'un qui fumait dès le réveil, qui fumait beaucoup, très vite et très fort. Très vite et très fort, qui se les envoyait bien. Sur cigarette, voilà. Qui a 2 patchs et qui a toujours des envies de fumer. Est-ce que c'est normal? Alors, et surtout, est-ce qu'elle prend pas plus de nicotine avec ses foutus substituts qu'elle n'en prenait auparavant? Et est-ce qu'il faut mettre davantage de patchs? Voilà. Alors, on peut mettre davantage de patchs. J'ai envie de dire, avant de mettre davantage de patchs, j'aurais demandé à cette personne si elle prend en plus des patchs de la nicotine sous forme orale. À son choix, des pastilles, des chewing-gums, un inhaler, un spray buccal ou même une vapoteuse avec de la nicotine dedans. Et est-ce que si vous n'avez pas essayé, moi je vous conseille vraiment d'essayer parce que ça va vous permettre d'ajuster. Et puis encore une fois, une envie de cigarette, ça peut être lié à du manque, mais ça peut être lié aussi à d'autres choses. C'est pas que le manque de nicotine qui donne des envies de cigarette. Les envies de cigarette qui sont liées au manque de nicotine, très souvent c'est des envies qui montent, et qui descendent pas, même si on fait des efforts pour penser à autre chose, pour se distraire, pour dévier son attention, l'envie elle est toujours là, un peu comme quand on a faim et il est 11h30 et on sent les frites dans le couloir et on n'arrive plus à se concentrer. Ça c'est du besoin physique. Si c'est des envies qui viennent et puis qui s'en vont, il suffit que je fasse un petit jeu bête sur mon ordinateur ou que je téléphone à une copine et l'envie s'en va. Peut-être que ce n'est pas des envies liées au manque de nicotine, peut-être que c'est des envies qui sont liées à les bons vieux réflexes qu'on a de fumeurs qui reviennent de temps en temps. Mais en tout cas, il y a une manière de le tester, c'est de prendre des formes orales de nicotine comme des pastilles ou des chewing-gums et de voir si ça calme les envies. Donc si en gros, oui, on peut augmenter aussi le dose de patch. Moi, j'essaierai d'abord de prendre de la nicotine par la bouche. Si vraiment je vois que je prends beaucoup de nicotine par la bouche, que j'ai aucun signe de tête qui tourne, de nausée, c'est-à-dire que je supporte ça très bien, ça veut dire que peut-être on peut augmenter la dose de patch. Et si ça calme, eh ben on a la réponse. D'accord. Ça va? Très bien. Alors là, pas du tout l'intention de poser ma vape. Certains des fumeurs ne pensent qu'à ça. Perso, c'est tout le contraire. Y a-t-il un risque pulmonaire avec la vape à long terme, avec ou sans nicotine? Et la question suivante qui était, est-ce grave de continuer à vaper sur le moyen ou long terme, même avec 0 mg de nicotine? Je ne sais pas. Aujourd'hui, personne n'a vraiment la réponse. Donc, il y a la réponse de la dame qui s'occupe des poumons et qui dit si c'est ça, on reprend à fumer, il faut continuer à vaper. Et puis, il y a la réponse du professionnel de santé qui dit il y a une part d'inconnu. Il n'y a pas rien dans la vape, c'est pas de l'eau la vape, c'est des substances qui potentiellement, peut-être sur un très 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 long terme, pouvoir avoir un effet sur les poumons. Donc, si on contrôle bien les envies de fumer, si on sent qu'on a bien tourné la page de sa vie avec la cigarette, on peut essayer prudemment de diminuer sa consommation de vape. Si le prix à payer c'est recommencer à fumer, c'est pas une bonne idée. Mais autrement, voilà, c'est peut-être une bonne idée de commencer à diminuer sa consommation de vape si on voit que ça se fait tranquillement et sans souffrance. Mais on n'est pas pressé. Peu importe le taux de nicotine. Alors, en général, le moment où on commence à arrêter la vape, c'est le moment où on a bien diminué le taux de nicotine. Parce que s'il faut rajouter du manque à cette diminution de vape, ça peut être désagréable. Aujourd'hui, on n'est pas tous au point sur arrêter la vape, hein, parce que la vape, finalement, ça vient de commencer. Ça fait quoi, 6-7 ans que c'est vraiment... Donc, pour dire arrêter la vape, on a peut-être besoin tous d'en savoir un peu plus. Ok. Donc, question suivante. Je vape depuis 2 ans. Je pratique la course à pied depuis 23 ans et je suis beaucoup plus essoufflée depuis que je vape. Est-ce normal? Et même qu'en pensez-vous? La question suivante, est-ce normal de se sentir oppressé quand on vape? Ou bien est-ce que l'on vape trop? Si on se sent essoufflé plus que d'habitude, plus que des personnes de notre âge, si on se sent essoufflé alors que c'était pas comme ça avant, ou si on se sent oppressé, c'est pas normal. Ça veut dire que notre corps nous envoie un signal en disant là, il faut que tu fasses quelque chose, là, il faut que tu vois si tout va bien.
Donc moi, je conseillerais dans ces cas-là de demander un avis médical. Et peut-être plus spécifiquement un avis de pneumologue qui pouvoir voir si par exemple on n'a pas un équivalent d'asthme ou quelque chose comme ça. D'accord. Ok. Alors, combien de temps ne faut-il plus vaper avant et après une intervention chirurgicale, dents, greffes, etc. et les substituts? Alors, pour Même la vape, chose pour les substituts. pour la vape, je ne sais pas. Et mes collègues qui sont chirurgiens, dentistes, etc., aujourd'hui, ils ne disent pas tous la même chose. On considérera que si la vapoteuse a permis d'arrêter de fumer et que si je ne vape pas autour de l'intervention, je risque de refumer. À ce moment-là, tant pis, je garde la vapoteuse. Mais certains professionnels de santé sont un petit peu plus sévères que ça. On peut les comprendre parce qu'il y a encore une part d'inconnu et d'inquiétude là-dessus. En revanche, les substituts nicotiniques, je pense que la très grande majorité des chirurgiens et des dentistes considèrent que pas de problème pour prendre des substituts avant et après une intervention. Ça permet de vivre la période d'arrêt du tabac avant et après d'une manière beaucoup plus confortable. Donc la vape, je ne sais pas. Les On avait substituts, posé oui. la question à un anesthésiste. Ouais. Et la Fédération nationale des anesthésistes a fait une communication autour du vapotage l'année dernière. Donc on conseille la même chose que pour la cigarette, c'est-à-dire d'arrêter avant l'intervention, au moins 2 heures avant déjà. D'accord. Pourquoi? Parce qu'on aspire, ça provoque des sucs gastriques. Donc il faut vraiment éviter ça parce que il peut avoir des remontées acides. Alors pour les substituts forme orale, il peut y avoir la même chose, parce que substitut c'est manger, tout ça c'est les règles de l'anesthésie bien sûr. Être à jeun, ne pas boire, ne pas exactement, manger. Voilà. Ne pas avaler, on va dire. Ok. Sylvie. J'ai un emphysème, est-ce que je peux continuer la vape? Oui. Bon, la réponse est simple. Oui. Si c'est la vape qui est de votre méthode pour arrêter de fumer, vous pouvez continuer la vape. Après, c'est la même chose que pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il vaut mieux envisager à un moment donné de l'arrêter progressivement. Mais quand on décide, quand on a un emphysème et qu'on décide d'arrêter de fumer avec la vape et que c'est la vape qui vous a fait arrêter de fumer, utilisez votre vape. Par contre, peut-être pensez, comme vous avez des poumons qui sont plus fragiles, à un moment donné, à arrêter progressivement la vape. Ouais. On a la même question quasiment, même chose pour un cancer du poumon. On a un copain qui tient un magasin de vapote justement et il pose la question. Une de ses clientes est arrivée, elle est soignée pour un cancer avec une ablation d'un lobe et elle utilise la vape pour se sevrer. Est-ce que ça pose un souci ou pas? Elle ne fume plus. Directement pour le sevrage, si c'est la méthode qu'elle a choisie, bien sûr que je l'encourage à utiliser la vape parce que là, la priorité des priorités, après avoir été opéré d'un cancer du poumon, c'est vraiment de ne pas reprendre à fumer et ça double les chances de survie, donc c'est énorme. Donc ça, c'est vraiment très important. Et dans un deuxième temps, comme elle sait aujourd'hui qu'elle a les poumons un peu plus fragiles que tout le monde, bien peut-être après, une fois qu'elle se sentira bien sûre d'elle par rapport au tabac, elle pourra peut-être penser à arrêter la vape. D'accord. Ok. Donc, l'homéopathie peut-il m'aider? Peut-elle m'aider? Et ai-je le droit de prendre un substitut si je prends de l'homéopathie? Et si je passe par une séance d'hypnose, est-ce que c'est possible aussi? Alors, on a beaucoup de gens qui viennent et qui nous disent, moi je prends de l'homéopathie donc j'ai pas droit au patch. Ou alors, j'ai fait une séance d'hypnose où je consulte et on m'a dit, ou j'ai entendu, ou je sais que, ou j'ai lu que, quand on se fait suivre par un hypnotiseur, ou quand on suit ce type d'aide, de soutien pour l'arrêt du tabac, il faut vraiment rester sans substitut. Alors, est-ce qu'on peut cumuler les aides? On peut tout cumuler. On peut très bien faire hypnose, plus homéopathie, plus patch, plus vape. Et voilà, la totale, pour la complète, comme on dit en Bretagne, pour arrêter de fumer. D'accord.
Alors, avez-vous beaucoup de patients qui arrêtent sans substitut ou bien ceux-là ne viennent pas consulter? C'est une très bonne question. La plupart des gens qui viennent nous voir, s'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas tout seuls. Et donc, en fait, l'étape arrêter sans substitut, c'est souvent l'étape qui arrivait avant. Et quand ils viennent nous voir, on va mettre des substituts ou pas en fonction de leur niveau de dépendance. Ça va compter. Est-ce que vraiment j'ai une dépendance à la nicotine? Est-ce que j'ai vraiment besoin de substituts? Et l'autre chose qui va compter, c'est est-ce que j'ai envie d'avoir des substituts? Si une personne n'a pas envie d'avoir de substituts, on ne va pas en mettre. Le substitut, c'est un équipement, c'est un outil. C'est quelque chose qui permet d'avoir un peu plus de confort. Mais ce n'est pas moi qui choisis à la place de la personne si elle va le mettre ou pas. Bien sûr, si la personne, je vois qu'elle a une forte dépendance à la nicotine, je ne vais pas me gêner pour lui dire que probablement ce sera plus confortable avec des patchs. Mais si elle n'a pas envie, on n'en mettra pas. Voilà. Je ne sais pas si ça... Si, c'est très clair. La plupart des gens qui arrêtent de fumer, Catherine, ils arrêtent sans substitut? La majorité des gens qui arrêtent de fumer, ils arrêtent sans substitut. Mais ceux-là, c'est plutôt ceux qui ne viennent pas nous voir. D'accord. Ok. Est-ce que le fait de prendre un substitut, ça majore les chances d'arrêter? Oui, ça augmente les chances d'arrêter. Surtout si on combine plusieurs substituts entre eux. C'est-à-dire, par exemple, si on met un patch et qu'en plus on met des pastilles ou des chewing-gums à la nicotine. C'est plus efficace. Quand on prend un substitut, on a 1,5 fois plus de chances d'arrêter de fumer. Ça paraît pas beaucoup, 1,5 fois, mais à l'échelon d'une seule personne, ça permet de gratter un petit peu de chance supplémentaire. Donc il faut être très 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 modeste avec les substituts. Néanmoins, à cause du confort que ça procure, ça augmente un petit peu les chances d'arrêter de fumer. Et évidemment, si on combine plusieurs choses, être accompagné, prendre des substituts, s'inscrire sur je ne fume plus, et ben on va augmenter encore plus les chances d'arrêter de fumer. C'est pour ça qu'il faut combiner. On a beaucoup de gens qui arrêtent sans substitut, avec des plantes, avec des aides douces, on va dire, aussi. Oui. Et qui réussissent voilà, aussi, bien sûr, qui font leur chemin. Après, pour d'autres, c'est pas possible. Voilà. Pour moi, ça n'aurait pas été possible, par exemple. Pour moi non plus. J'aurais été cassée déjà. Allez, question suivante. C'est à qui? Alors, c'est à moi. La bronchiolite du fumeur, est-ce que ça se guérit? La bronchiolite du fumeur, c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça, mais c'est quelque chose qui est réversible à l'arrêt du tabac. Voilà. D'accord, ok. Alors, on m'a parlé d'un début d'HTAP et une fuite mistrale modérée au cœur. Est-ce la vape peut faire empirer les symptômes? Alors, HTAP, ça veut dire hypertension artérielle pulmonaire. C'est la pression qui est un petit peu trop forte dans l'artère pulmonaire. Je ne vois pas par quel mécanisme vaper pourrait aggraver le phénomène de cette personne. D'accord, donc souvent, quand on arrête de fumer, on met sur le dos de la défume ou des substituts, Des choses qui nous arrivent. Par exemple, en ce moment, on va arriver en hiver. Il y a plein de virus, il y en a plein. Il y a des gens qui toussent et qui disent « Oh, moi j'ai une bronchite, mais alors ça c'est à cause de la défume. Hein. C'est sûr, c'est à cause de la défume. » Et en fait, non. On a une bronchite parce qu'on est en fin d'automne, parce qu'il fait un temps dégueulasse, et c'est qu'on pas a chopé un virus. Et qu'on a pris froid ou qu'on a chopé un virus. Voilà. Donc le sevrage tabagique n'est pas responsable de tout. Et la méthode qu'on utilise n'est pas responsable de tout non plus. Voilà. La question suivante. Je dois me lever rapidement du lit le matin car je ressens une gêne très forte et une oppression. Est-ce dû à une bronchite ou est-ce la vape? Première question. Et la seconde, je ne tousse pas dans la journée, juste une seule expulsion marron en me levant. Est-ce dû au tabac malgré mes 2 ans d'arrêt? Alors, j'aurais besoin d'en savoir un petit peu plus sur ça pour répondre à cette question. Moi, je dis toujours, quand on s'inquiète, il faut aller voir un pro. Donc là, visiblement, vous vous inquiétez, allez voir un pro. Donc un docteur, quoi. Alors, j'ai le groupe d'amis de ma fille qui font des soirées chicha. Est-ce plus dangereux que la cigarette? Alors ça, c'est une question qu'on a beaucoup en ce moment, qui inquiète beaucoup les parents. Ouais. La chicha, avec des gamins qui l'utilisent,
régulièrement entre amis Oui. et ils se posent la question, la chicha, est-ce que c'est dangereux ou pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je peux raconter une petite histoire? Bien sûr, Parce que c'est une bien histoire sûr. toute chaude. Elle date d'hier. Hier, on était dans le hall de l'hôpital dans lequel je travaille, l'hôpital Pontchaillou, pour le mois sans tabac. Et on a eu l'honneur de voir arriver à notre stand à peu près tous les brancardiers de l'hôpital, qui se donnaient le mot et qui venaient les uns après les autres. Voilà. Et chacun voulant souffler dans notre petit appareil qui s'appelle le CO-testeur pour mesurer le taux de monoxyde de carbone. Et puis, il y avait parmi eux un jeune homme très sympathique qui disait « Non, moi je fume pas de cigarettes, c'est très très mauvais, je fume pas les cigarettes, je fais que la chicha. » Et j'ai dit « Mais vous voulez souffler pour voir ce que ça fait ?» Il me dit « Ouais, mais bon, la chicha, ça va. » Et je le fais souffler dans l'appareil. Il m'a dit, je lui ai demandé d'abord, il y a combien de temps vous avez fait la chicha avec vos amis? Il m'a dit, hier soir. Donc il était 14 heures. Donc ça faisait déjà, au moins 12 heures, voire un petit peu plus, qu'il n'avait pas fumé sa chicha. Et donc j'ai mesuré son taux de monoxyde de carbone et il avait 27 ppm. Alors, pour les initiés, 27 ppm, c'est habituellement ce qu'on trouve chez des fumeurs qui fument à peu près 25 cigarettes par jour. D'accord. Voilà. Donc, avec une séance de chicha la veille, il avait le lendemain matin un taux comme un fumeur de 25 cigarettes. Le problème de la chicha, c'est que il y a beaucoup de croyances. Beaucoup de personnes pensent que c'est pas du tabac. Donc, quand on interroge les jeunes, ils pensent que c'est des plantes, mais pas du tabac. Le tabac, c'est une plante, c'est des plantes. Et puis, ils pensent que le fait que finalement, quand on aspire, ça passe dans de l'eau, l'eau va laver un peu toutes les saletés et que ce qu'on va aspirer, finalement, c'est purifié, donc c'est moins dangereux. Or, en réalité, d'une part, oui, c'est du tabac, d'autre part, il y a des arômes, d'autre part, on met ça sur un charbon et que le charbon lui-même va entraîner la production de toxiques supplémentaires. Et puis surtout, le fait que ça passe dans l'eau et après par un long tuyau, ça va faire que pour obtenir quelque chose, et notamment de la nicotine, il faut pomper très fort. Et le fait que ça passe dans l'eau, eh bien finalement, on va trouver que c'est moins irritant, et non seulement on va pomper très fort, mais on va supporter de pomper très fort. Et même des gens qui ne sont pas habitués vont finalement y aller très fortement. Et donc finalement, on a là un taux de monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone, c'est toxique. Donc ça veut dire qu'on s'intoxique beaucoup, et en même temps, on avale beaucoup de nicotine. Ça veut dire qu'on va renforcer sa dépendance à la nicotine. Donc la chicha, c'est très joli, mais pour la santé, c'est pas bon. Donc il vaut mieux utiliser la vape. À choisir, à choisir entre les deux. À choisir entre les deux, il vaut mieux utiliser la vape, bien sûr. Donc la vape, oui, la chicha, non. Voilà. Ouais. Résumé. Voilà. Sylvie, tu as une petite question? Pourquoi avec Champix, j'ai quand même des envies et besoin de substituts, alors que normalement ce n'est pas nécessaire? Alors souvent les tabacologues, on nous l'a dit au dernier congrès de tabacologie, de plus en plus prescrivent Champix, de la varenicline, et à côté vont prescrire notamment pour les gros fumeurs, pour les gens qui ont un gros besoin, des substituts type patch, ou il y a des gens qui utilisent même une vape tout en prenant Champix. Alors les gens ne comprennent pas, ils disent attends, Champix, on m'a expliqué que c'était le truc qui allait faire taire mes récepteurs et puis qu'ils vont dire que la nicotine j'en veux plus, hein. Et puis en même temps je leur donne de la nicotine. Alors c'est quoi le problème, docteur? Alors c'est quoi le problème? C'est que si la dépendance au tabac ça se résumait à une histoire de nicotine, ce serait trop simple, hein. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas tout expliqué des mécanismes d'action de la nicotine. On sait que le Champix, il va être actif sur un seul type de récepteur à la nicotine. C'est des récepteurs qui sont très nombreux. On a compris que ces récepteurs-là étaient en grande partie responsables de la dépendance à la nicotine, mais il y a d'autres récepteurs à la nicotine dans notre organisme, et cela, le Champix ne va pas dessus. Et peut-être que certains fumeurs utilisent aussi l'action de la nicotine sur ces autres récepteurs pour obtenir des effets. On ne sait pas lesquels, peut-être des effets de relâchement musculaire, peut-être d'autres effets. Et c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Et que peut-être, du coup, en donnant quand même de la nicotine, on ne va pas agir sur les récepteurs
qui sont bloqués par le champix, mais peut-être sur d'autres récepteurs. Et puis il faut se rappeler aussi que les envies, c'est pas seulement des besoins en nicotine, les envies aussi, c'est peut-être des habitudes qui n'ont pas été cassées, c'est peut-être qu'il y a encore des situations où sans ma vape doudou, je ne sais pas encore faire et j'ai besoin d'apprendre. Alors, est-ce que nos récepteurs nicotiniques finissent-ils par s'éteindre, s'endormir une fois pour toutes? Alors ça, c'est le fantasme de tous les défumeurs. Madame la tabacologue, dites-nous que les récepteurs, ils vont s'endormir comme la belle au bois dormant. Est-ce que je vais redevenir un non-fumeur comme quand j'étais bébé? Voilà. Bah, Alan Carr nous a dit, hein, tue les petits trucs et puis ça va aller mieux. Alors, voilà. Ben, vous connaissez, peut-être que vous connaissez la chose mieux que moi, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont arrêté depuis très très longtemps. Non. Il y a des personnes qui disent vraiment j'ai tourné la page avec la cigarette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est fini, je sais qu'elle n'aura plus jamais sa place dans ma vie, ça ne me fait pas envie, j'ai pas. Et puis il y a d'autres personnes, au bout de 15 ans, qui galèrent encore, etc. Il y a aussi des personnes qui se pensaient en sécurité au bout de 15 ans et qui se sont autorisées, vous savez, Justine la petite, et puis cette Justine la petite, elle a fait un gros orage là-dedans. Alors il y a deux choses qu'on peut dire, c'est que l'être humain il est toujours capable d'apprendre, hein. Et peut-être que même après 15 ans d'arrêt du tabac, j'ai encore besoin d'apprendre certaines choses. Et ça peut expliquer aussi pourquoi certaines personnes ont le sentiment de ne pas encore être tranquille après 15 ans d'arrêt du tabac. Et puis il faut se rappeler aussi qu'on est un être humain normal, avec une mémoire. Et que notre mémoire, c'est une mémoire aussi chimique. C'est-à-dire que notre corps, il se rappelle qu'à un moment donné, il était addict à la nicotine et que quand on se rappelle une fois, ça revient vite. C'est comme le vélo. Et c'est pour ça qu'on peut dire peut-être qu'un fumeur deviendra peut-être pas vraiment comme un non-fumeur. Après, si le fumeur, il peut devenir un ex-fumeur heureux, c'est-à-dire celui qui dit « ouais, il vaut mieux pas que j'en reprenne une », mais finalement, quel intérêt ça a d'en reprendre une parce que je suis très heureux sans, je pense qu'on aura gagné quelque chose. Et puis peut-être que cet ex-fumeur-là, il sera riche de quelque chose qu'un non-fumeur n'aura pas eu l'occasion de connaître. Je préfère voir les choses comme ça, de se dire bah, finalement j'ai défumé, je me suis enrichi de quelque chose. C'est plus facile à dire. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a arrêté récemment doit toujours rester vigilant quelque part? Oui, ça c'est vrai. La vigilance, ça fait partie de la valise de quelqu'un qui défume. Et au niveau des récepteurs qui sont présents dans notre cerveau, on sait que quand quelqu'un fume, les récepteurs vont, je schématise, grossir et se multiplier. Il y en a plus et ils sont vivent plus gourmands. Voilà. Et quand on arrête de fumer, c'est vrai aussi que ça change. Notre cerveau, il s'était adapté pour fonctionner en mode fumeur, il va se réadapter pour fonctionner en mode ex-fumeur. C'est-à-dire qu'on va avoir le nombre de récepteurs qui va diminuer, on va avoir leur durée de vie qui va devenir plus courte. Et ça met 2 à 3 mois. Donc cette partie-là sur les récepteurs nicotiniques, c'est assez rapide finalement. Voilà. Ce qui reste un peu plus longtemps, c'est notre mémoire. Alors, est-il courant de déplacer une addiction par une autre, de la cigarette vers l'alcool par exemple? Comment l'éviter si on a des antécédents avec l'alcool? Première question, pardon. Est-ce dû au manque physique de nicotine ou purement et simplement à une dépendance psychologique? Et comment accompagner ces personnes-là? Ça, c'est un vrai souci pour certaines personnes. C'est-à-dire que même des gens qui n'avaient pas obligatoirement des gros soucis, quand je dis gros soucis, une consommation quotidienne d'alcool, se retrouvent avec cette consommation et vont se poser de plus en plus des questions par rapport à leur consommation d'alcool. Et ils se disent, mais je fumais, je ne veux pas me mettre à picoler, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Alors c'est vrai que c'est une question importante, c'est une question que on nous pose régulièrement. C'est pas un phénomène si fréquent que ça, et probablement qu'on n'est pas tous égaux sur ce risque de basculer d'une addiction en une autre. Il y a des personnes qui sont plus vulnérables. Donc c'est important, au moment où on va rencontrer la personne pour la première fois, là je parle de la manière dont nous on aborde les choses, justement de regarder un petit peu dans son histoire s'il y a eu, en dehors du tabac, d'autres moments dans la vie où elle s'est sentie en danger par rapport à d'autres addictions. L'alcool, mais d'autres produits aussi, et quelquefois aussi des addictions à des jeux aussi, hein, par exemple des jeux sur son téléphone, etc. Parce que peut-être ça veut dire que cette personne est plus vulnérable aux addictions, et donc il va falloir en tenir compte dans la manière dont on va gérer le sevrage.
peut-être qu'on va être un peu plus prudent et éviter un sevrage brutal, et plutôt y aller par palier, justement, pour que le travail, j'apprends à gérer ma vie sans un produit, sans une addiction, puisse se faire en douceur. Moi, ce que j'ai observé, mais ça n'est qu'une observation, c'est pas des statistiques, c'est que le risque, il est plus important quand le sevrage est brutal. Peut-être parce que finalement je suis assez démunie et que j'ai un peu, à cause de ma vulnérabilité, le réflexe d'aller chercher un autre produit ailleurs. Donc tu veux dire que pour des personnes qui se sentent un peu fragiles, le fait d'arrêter progressivement avec des substituts, ça permet de voir venir, en fait. Ouais, ça permet d'apprivoiser un peu. Oui. D'accord. Mais après, ça n'engage que moi. D'accord. Alors, ce qu'on peut voir aussi sur les groupes sans tabac, c'est les personnes qui viennent d'arrêter ou qui ont arrêté depuis un moment, lorsqu'ils vont à une soirée, justement, sous l'effet de l'alcool, là, ils recommencent à en fumer une. Voilà. Ça, c'est autre chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en fait, au moment où ils décident d'arrêter de fumer, se disent, tiens, il va falloir que je réfléchisse aussi à ma consommation d'alcool, même s'il n'y a pas de dépendance à l'alcool. Mais peut-être l'alcool peut, pour moi, à un certain moment, être l'occasion de déraper alors que je ne l'aurais pas voulu. L'alcool, ça baisse la vigilance. Et donc, quand je suis moins vigilant, je dérape plus facilement. L'alcool, si c'est un petit peu sédatif et je peux avoir besoin d'une cigarette pour me réveiller, et machinalement je vais le faire parce que d'habitude je le faisais. Voilà. Et puis pour certaines personnes aussi, l'alcool c'est des calories, et quand on veut arrêter de fumer et pas grossir, il y a un moyen finalement assez simple d'enlever des calories. C'est plus calorique que le sucre, l'alcool, et donc c'est aussi un moyen de faire entrer un peu moins de calories dans son organisme. Tu as remarqué que les gens grossissaient beaucoup en arrêtant de fumer ? C'est fréquent. Même si on mange comme d'habitude, on sait que c'est à cause de l'effet nicotine. La nicotine, ça fait brûler des calories. Et donc, quand on arrête de fumer, on brûle moins de calories. Alors bien sûr, si on arrête de fumer avec des substituts, on va limiter les risques de prise de poids. C'est aussi pourquoi, chez les gens qui ont très peur de prendre du poids, on va encourager les substituts. Pas forcément pour gérer le manque, mais pour gérer l'augmentation de l'appétit qui est liée au manque, et puis pour momentanément garder cet effet un peu brûle-calories, le temps qu'on trouve un mode de vie un petit peu différent pour rééquilibrer ce qui rentre, c'est-à-dire ce qu'on mange, et ce qui sort, c'est-à-dire comment on va le dépenser, comment on va être actif physiquement. Voilà. À quel moment, Catherine, il faut consulter un tabacologue ? Parce que beaucoup de gens arrêtent de fumer, on arrête, et on galère plus ou moins, et il y a des moments où c'est beaucoup plus dur, etc. À quel moment il faut prendre son téléphone et dire je voudrais un rendez-vous en tabacologie ? Alors je peux te donner deux réponses. La première, c'est si j'ai envie, si j'y ai pensé, j'ai le droit de prendre mon téléphone, parce que les tabacologues, c'est pour tout le monde. C'est pas pour une certaine catégorie de personnes. Donc toute personne qui est fumeuse, qui veut arrêter de fumer, qui sent qu'il a besoin d'être aidé, peut faire appel à un tabacologue. Quelquefois, on va trouver que c'est un peu compliqué d'arriver jusqu'au tabacologue. On essaye d'être simple, mais des fois, on n'y arrive pas toujours. Je sais que, par exemple, nous, on a un grand hôpital avec ses galères pour se garer. Donc, quelquefois, on peut avoir un petit peu peur du jeu de piste, n'est-ce pas ? Et donc, peut-être, dans ces cas-là, c'est une bonne idée de passer d'abord par son médecin traitant. Et on peut peut-être dire que là où le tabacologue il a un peu plus sa place, c'est quand on sent que ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que, par exemple, je me sens vulnérable psychologiquement. Peut-être parce que j'ai une maladie psychique. Voilà. Ou peut-être que justement mon médecin va avoir peur de me proposer l'arrêt du tabac parce qu'il se dit si elle arrête de fumer, elle va redevenir dépressive et on n'a pas... Voilà. Et du coup, voilà. Et donc peut-être pour se sentir un petit peu plus en sécurité. Si par exemple aussi j'ai une addiction associée, par exemple à l'alcool, par exemple au cannabis, peut-être je vais avoir besoin du coup d'être pris en charge d'une manière un petit peu plus personnalisée. Peut-être qu'aussi par le tabacologue on va pouvoir du coup avoir un accès un peu facilité vers un addictologue si on a besoin pour creuser la question un petit peu plus. Quand est-ce qu'on peut voir un tabacologue aussi ? Quand on a des questions très techniques et qu'on ne trouve pas d'endroit pour y répondre. Bon, après, le tabacologue, il va vous dire d'aller sur Je ne fume plus ou sur Les Bretons, moi sans tabac. Et puis, peut-être aussi, quand on a essayé 10 fois, 20 fois, 50 fois, que ça ne marche pas et qu'on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Parfois, le tabacologue peut aider un petit peu à tirer les choses au clair et à voir ce qui ne va pas.
Parce que le tabacologue, il ne travaille pas tout seul. Enfin, chez nous, en tout cas, on ne travaille pas tout seul. Ici, on est une équipe, on est des médecins, des infirmières, on a aussi une diététicienne et une psychologue. On a beaucoup de chance, hein, parce que voilà, on a du monde. Puis il n'y a pas très longtemps, on s'est dit, tiens, ce serait bien aussi que les gens ils puissent tester la sophrologie pour trouver une autre petite astuce pour se détendre. Donc voilà, on a été chercher une sophrologue et puis on arrive à proposer ça. Voilà, ça coûte cher? Alors, ici, en tabacologie, c'est soit complètement gratuit, soit c'est complètement remboursé par l'assurance maladie. D'accord. Donc, les personnes n'ont pas à avoir peur d'aller voir un tabacologue? Non, en tout cas, si c'est pour leur porte-monnaie, il ne faut vraiment pas avoir peur. D'accord. Et vous engueulez pas et les gens? On est gentil. Vous leur dites pas, ouais, t'as fumé pendant 30 ans, écoute, maintenant t'as un truc, hein, viens pas me... Je peux te raconter un truc, il y a comme une dame qui est venue me voir en consultation, puis on commence à discuter, etc. Puis à un moment donné, je la vois qui... comme ça. Et elle me dit, oh, j'ai cru que vous allez me montrer des poumons noirs et des choses comme ça. Alors oubliez ça, hein, c'est fini. On montre plus, c'est fini. Il y a longtemps qu'on fait plus ça. Vous ne montez pas l'image avec la tombe, là où il y a deux personnes, et puis... Ouais, non. Et puis, je dirais même que, en fait, nous, on n'a pas d'argument pour vous dire pourquoi il faut arrêter de fumer. On va ensemble chercher les vôtres. Voilà. Donc, vous êtes un soutien. On est un soutien. Vous accompagnez les personnes à arrêter. On soutient la motivation, mais on ne va pas chercher des motivations à votre place. D'accord. Ok. Eh bien, il est l'heure, je crois. Hein, je vais regarder juste. 19h. Il est 19h. Hein, nous arrivons tout doucement à la fin de ce live. Une dernière question, Catherine. Si tu avais, toi, en tant que tabacologue, quelques conseils à donner aux personnes qui arrêtent de fumer pendant ce mois sans tabac, là, qu'est-ce que tu dirais? Laissez pas tomber, essayez, réessayez jusqu'à la fin du mois sans tabac et même après, pourquoi pas. C'est la première chose, hein, c'est la persévérance et la détermination qu'il faut qu'on arrête. Le faites pas tout seul. Essayez de trouver des alliés pour vous aider. Bon, vous avez sûrement des très bonnes idées, tout le monde qui nous regardait là, de quels alliés vous pouvez trouver, mais peut-être vous pouvez trouver des alliés dans votre entourage. Voilà. Quelles sont les bonnes personnes à qui je puis faire confiance et qui peuvent me soutenir, qui peuvent m'encourager. C'est peut-être les deux premières choses que je dirais. D'accord. On va dire un petit mot chacune. Sandrine, toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui arrête là? Eh ben, donc la même chose que le docteur ici présente, c'est ne le faites pas, Catherine, ne le faites pas tout seul. Il y a des groupes d'arrêt, des groupes d'entraide. Rejoignez-nous, on est là pour vous accompagner et puis voilà, consultez un médecin et ne lâchez rien. Voilà, je crois que c'est vraiment le mot, ne lâchez pas. Et toi, Céline, à part manger des crêpes pour monter dans le bus, qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Alors, à part tromper le cerveau par la gourmandise pour remplacer le plaisir passé, je dirais qu'en cas de déprime ou besoin de parler ou autre, venez dans le bus de nuit. Ça vous changera les idées et ça vous aidera à passer le cap difficile si besoin. Et surtout, lâchez rien et tous ensemble, on peut y arriver. Voilà. Et Sylvie? Moi je peux te dire c'est grâce à la vapote et il y a des moments si j'ai des hauts et des bas et généralement j'ai des amis qui m'entourent, autrement je sais pas ce que je serais devenue. Eh ben, nous on est bien contents, voilà, que tu sois là et que tu sois... on a eu peur pour toi quand tu as été hospitalisée dernièrement, hein. Oh là 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 là, on était tous inquiets. Alors, on va terminer. Alors Catherine, moi j'ai... Comme vous savez, c'est quelqu'un d'important pour moi, parce que Catherine, c'est la dame qui... Un jour, il y a 10 ans, je suis arrivée ici, dans ce même bureau, je suis assise, ici, et j'ai dit, je vais craquer, quoi, au secours, madame, hein, je ne tiendrai pas. Et la dame en face, elle avait un masque, parce qu'elle était enrhumée, puis je voyais ses yeux. Et j'avais un blog à l'époque, et je disais que la dame, elle avait des yeux bleus océan. Et c'est pas vrai, mais elle avait les yeux pairs, entre vert et bleu. Et cette dame, elle m'a immensément aidée, elle m'a accompagnée, elle m'a soutenue, elle m'a fait rigoler, elle m'a passé des Kleenex pendant des heures quand je pleurais comme une madeleine.
Et pendant des mois et des mois et des mois, je suis venue dans ce couloir, j'ai attendu et j'ai eu quelqu'un qui était là, présent pour moi et qui m'a fait comprendre que ma vie valait la peine. Voilà. Alors moi, je voudrais lui dire en direct un grand merci, que voir un tabacologue, ça vaut la peine, vraiment, parce que voir un tabacologue, ça peut permettre d'aider à se sauver la vie. Quand j'ai arrêté de fumer, moi, je dormais plus allongée. Je dormais avec des gros oreillers comme ça pour pouvoir... Et ces premiers moments d'arrêter de fumer, j'étais comme une gamine. J'étais, ah putain, je vais jamais tenir. Je devenais folle, mais je souffrais dans mes tripes, quoi. Hein. Et le fait d'avoir frappé à une porte, c'est pas simplement m'avoir donné les substituts, même si ça m'a... bien sûr que ça m'a aidé. Mais c'est le fait d'avoir été là. Et j'ai pu m'appuyer sur des personnes, sur des copains-copines comme nous ici, hein, et puis aussi sur une professionnelle. Voilà. Alors Catherine, on a toujours le petit cadeau pour nos invités. Alors c'est quoi le petit cadeau ce coup-ci? Ça vient de Malais 3. Ça vient de Malais 3. Voilà. C'est Made in Brace. Je peux dire un truc? Ouais. Donc, elle se souvient d'il y a 10 ans. Moi, je peux dire quand même que j'oublierai jamais non plus. Dès la première fois où tu es venue, je me suis dit, là, j'oublierai pas. Là, j'oublierai jamais. Voilà. C'est un piou-piou. Est-ce qu'on a le droit d'applaudir? Il est trop beau. Il est beau, hein? Oh, T'as une petite carte merci. dedans. Merci tout le monde. Voilà. Et de l'artiste, je sais plus où il est passé. Mais... Là? Ouais. Voilà. Il y a plein d'artistes. Ah mince. Voilà, bravo. Voilà. Et puis merci. Merci Et beaucoup. donc nous allons décorer Catherine de l'ordre magnifique du Je ne fume plus. Attention. Et demain, Certains ont des... demain, je pars au congrès de la Société francophone de tabacologie et j'arborerai fièrement. Voilà. Voilà. Et les gens seront trop jaloux. Et oui, voilà. tout le monde ne l'a pas. Voilà. Merci à Sylvie, merci à Chien Motard, moi je t'appelle Chien Motard sans ça va, Céline, merci Sandrine, et merci, Bonne un immense soirée tout le monde. merci à Catherine. Alors nous on se retrouve, attention, ça va être la fête, on se retrouve le 13 décembre, vous notez le 13 décembre pour un super méga live en direct avec tous nos invités habituels qui vont venir nous rejoindre, mais avec plein de copains, copines de Je ne fume plus et de Breton Moisson Tabac. Si vous avez envie de participer à ce live, c'est donc le 13 décembre à Paris, Tour Montparnasse. Et oui, on peut faire un minibus de Bretagne, c'est pas un souci. Je crois qu'on a des chauffeurs de bus sur les groupes, on les a trouvés. J'en connais plusieurs aussi. Vous y êtes tous invités, donc il y aura des témoignages. On n'aura pas ces questions qu'on pose au tabacologue comme d'habitude. On fera un petit bilan du mois sans tabac, très rapide. Et puis ensuite, on aura les copains et les copines de nos groupes qui vont témoigner en direct et qui vont raconter leur défume, qui vont raconter un petit peu leur parcours sur les groupes. Et ensuite, ensuite, ça sera la fête, et une fête de la fin d'année, la fin du mois sans tabac, la fin de l'année, et puis encore après, bien plus tard, on se fera un réveillon en ligne, mais ça je vous le raconterai. Donc le 13 décembre, à partir de 18h, un live méga exceptionnel. Merci Catherine, merci à tous, Merci et beaucoup à bonne vous. soirée, Bonne bonne soirée à soirée. tous, à bientôt.